Bonjour, alors merci d'être resté pour cette session. Donc, je ne suis pas la présentation de 16 heures, je suis la présentation de 16h20. Donc, je suis Mathieu Leclerc, je suis à la fois ingénieur de recherche au CNRS, à l'Institut des systèmes complexes, et au laboratoire Géographicité. Et je suis cofondateur de la société coopérative Trampoline. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait dans Trampoline et de ce qu'on fait avec les outils logiciels libres qu'on développe, qui ont été développés avant la création de cette structure, et aussi en quoi cette structure est originale et en quoi elle s'articule aussi avec le monde de la recherche et s'appuie sur des technos logiciels libres. Alors nous, on s'intéresse aux systèmes complexes. Donc les systèmes complexes, pour le faire assez rapidement, c'est des espèces de choses comme ça. Donc c'est des systèmes avec énormément d'entités qui sont en interaction. C'est extrêmement difficile de les décrire de manière globale. Donc on a besoin d'outils pour pouvoir décrire à la fois toutes ces entités-là et la manière dont elles interagissent. Donc ce qui nous intéresse souvent dans un domaine de recherche, c'est de pouvoir reproduire ça, de pouvoir reproduire mathématiquement ou informatiquement ce genre de structure-là pour pouvoir s'interroger, se poser des questions, savoir comment évoluent ces systèmes et comment on peut essayer d'expliquer d'où ils viennent et comment ils se forment. Alors pour ça, on a plusieurs options. Là, je vous en mets deux, mais il y en a éventuellement plus. Il y a une option qu'on qualifie de boîte noire, donc on fait de l'apprentissage, donc c'est ce qu'on appelle du machine learning. Donc on va essayer de générer un code qui va nous permettre de reproduire des systèmes comme celui-ci. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que des systèmes comme celui-ci, on peut les observer dans plein de situations. Souvent, quand il y a de l'humain, on va retrouver des choses comme ça. Donc dès qu'on est sur des systèmes SHS, sciences humaines et sociales, on va avoir des structures comme ça. Des structures où il va y avoir beaucoup d'incertitudes. Donc c'est pour ça que c'est aussi très difficile à décrire, parce qu'on ne sait pas et on sait difficilement comment vont évoluer les systèmes. Donc deux options, soit on fait de l'apprentissage, soit on fait une autre option qui est une option plus boîte blanche, qui est de la modélisation. Alors si vous faites du machine learning, une fois que vous avez fait votre phase d'apprentissage, si vous ouvrez le capot, vous allez voir quelque chose qui va ressembler à ça, c'est-à-dire une espèce de sac de nouilles, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous allez reproduire vos données, effectivement, mais vous n'avez rien d'intelligible dans ce qu'on va appeler votre modèle. Donc il est difficile de tirer des conclusions, il est difficile de faire de l'explication, il est difficile de pouvoir faire varier des choses là-dedans ou de trouver des contrôles qui vont modifier éventuellement la structure de mon système. L'autre aspect, l'autre possibilité, c'est d'avoir une approche modélisation et d'essayer d'intuiter quelles sont les règles d'interaction entre mes entités. Bon, là, je vous mets des choses qui sont absolument qui n'existent pas dans la... Enfin, c'est pas un vrai modèle, ça, mais on peut avoir des choses du genre, je regarde comment est mon voisin, et selon comment est mon voisin, je vais évoluer d'une certaine manière, et je vais avoir des règles d'interaction qui sont locales. Et à partir de ces règles d'interaction, je vais pouvoir essayer de construire mon système en entier. Alors, la construction de ce genre de modèle-là, ça consiste à faire des hypothèses sur comment interagissent mes différentes entités dans mon système, et d'essayer de voir quelles sont les variables qui vont les faire se modifier. Donc la première étape, c'est de faire des hypothèses d'interaction, et ensuite on essaye de valider ces hypothèses. Donc là, notre modèle ressemble plus à un agrégat d'hypothèses, là, ce qu'on appelle des mécanismes, avec des variables qui vont permettre de les ajuster, de les faire se comporter un petit peu différemment. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va essayer de reproduire les données, le système réel qu'on a sous la main et qu'on veut pouvoir étudier. Et donc là commencent les difficultés, parce que c'est extrêmement compliqué sur des systèmes comme ça, sur des modèles comme ça, d'arriver à reproduire fidèlement des données qu'on a à disposition. Donc ce que font souvent les chercheurs une fois qu'ils ont fait ça, qui ont une compétence métier très forte pour pouvoir faire l'état de l'art suffisant pour formuler les hypothèses qui sont à disposition pour ce modèle-là, vont faire souvent des échantillonnages assez lourds, assez systématiques, par essai-erreur, pour regarder si l'évolution et la modification des paramètres qu'ils ont pour faire évoluer leur mécanisme permet de reproduire les données qu'ils ont à disposition. Donc ça, c'est quelque chose qui est très coûteux et qui ne permet pas du tout de... On n'a pas idée si on va pouvoir aboutir dans un temps fini.
Voilà, donc en général, c'est un processus qui est itératif et qui est extrêmement douloureux parce qu'on n'a pas du tout justement de garantie de pouvoir aboutir à une calibration du coup de son modèle. Alors, nous, notre approche depuis une quinzaine d'années, qu'on développe des méthodes pour justement s'adresser aux modélisateurs, donc quel que soit leur domaine de compétences. Donc on travaille avec des biologistes, des physiciens, des gens qui font des SHS, avec des géographes, etc., etc. Et donc on essaie de mettre en place des méthodes automatiques qui vont être la boîte à outils du modélisateur et qui vont lui permettre de pouvoir répondre aux questions qui se posent en permanence. Donc la sacro-sainte méthode de calibration, c'est-à-dire j'ai fait mes hypothèses, j'ai fait mon modèle, une première version de mon modèle, et je vais regarder si ces hypothèses suffisent à reproduire le système que je me propose d'étudier. Et donc là, c'est des méthodes qui sont automatiques. Ça s'appuie sur des méthodes d'algogénétique qui permettent de converger beaucoup plus rapidement que si on faisait un échantillonnage un peu systématique en entrée. Il y a d'autres méthodes qui se permettent de tester la sensibilité des paramètres. Donc, est-ce que j'ai un paramètre qui est vraiment prépondérant pour reproduire ma dynamique, ou est-ce que c'est vraiment très très à la marge et qu'il participe de manière très marginale à la reproduction de mes données, et voire même est-ce qu'on peut s'en passer. Donc on a des méthodes aussi qui nous permettent de faire de la recherche de parcimonie, c'est-à-dire est-ce que j'ai un modèle qui, avec seulement 2 mécanismes ou seulement 2 paramètres, me permet de faire la même chose qu'avec 17 paramètres, ou avec je ne sais pas combien. Ce qui, en termes scientifiques et explicatifs, est beaucoup plus satisfaisant parce qu'on sait qu'on a un nombre de mécanismes qui sont assez restreints pour reproduire la même chose. Et donc toutes ces méthodes-là, toute cette espèce de chemin nous permet au final d'avoir un modèle dans lequel on va avoir plus confiance parce qu'on sait qu'il est capable de reproduire nos données, on sait qu'on connaît un peu le comportement des données, on sait qu'il est robuste, c'est-à-dire qu'on a souvent des modèles stochastiques, donc comme on a de l'incertitude, qu'on utilise beaucoup des systèmes qui sont stochastiques, on a besoin aussi d'avoir des choses qui sont robustes et qui ne partent pas dans le décor dès qu'on relance 2, 3 ou 100 fois. Et donc, à la fin de ce processus-là, on a un modèle dans lequel on a plus confiance. Donc c'est quelque chose d'itératif, c'est-à-dire que le modélisateur va revenir sur son code, le modifier, mettre éventuellement une autre hypothèse, etc., jusqu'à avoir quelque chose qui le satisfasse. Et une fois qu'on a un modèle qui est validé, eh bien là, on peut commencer à s'en servir pour faire des choses, pour commencer à faire de l'aide à la décision. C'est-à-dire, là, on va vouloir, par exemple, faire des méthodes d'optimisation où on va vouloir non plus reproduire des données qu'on a à disposition, mais se servir de ce modèle-là pour produire des dynamiques qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a produites. Par exemple, imaginez un modèle qui permet de générer des temps de trafic le matin pour aller du domicile au travail. Donc on a réussi à reproduire nos données sur une ville donnée avec notre réseau de transport, avec tout un tas de choses, avec nos études de ménage, etc. Et maintenant, on aimerait avoir un scénario où tout le monde arrive beaucoup plus rapidement au travail. Donc on aimerait voir si avec notre modèle, on peut avoir un scénario où les gens arrivent beaucoup plus vite au boulot. Et si oui, de quelle manière? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir plus de transports en commun? Est-ce qu'il faut plus mettre l'accent sur un truc ou sur un truc? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a mis en œuvre dans la ville qui ne sert à rien, qui semble être utile, mais en fait qui ne l'est pas. Et de pouvoir regarder ça finement et de pouvoir prendre des meilleures décisions. Il y a des outils qui permettent de rechercher de la diversité. C'est-à-dire que notre modèle, souvent, nous produit une dynamique, mais on sait on veut pouvoir l'orienter et faire en sorte qu'il puisse produire des dynamiques qui sont très différentes, et de regarder à quelles conditions sur nos entrées, sur nos mécanismes, ça permet de générer ces scénarios alternatifs. Et à la fin, ce qu'on aime bien faire, c'est de pouvoir arriver jusqu'à un outil de la décision qui ressemble un petit peu à ça, dans lequel il n'y a plus de modèle, c'est simplement tout un tas de données, donc c'est des résultats de simulation qui sont riches en informations, c'est-à-dire où vraiment on a des scénarios alternatifs, où on a des paramétrages de notre modèle qui donnent des choses qui ont du sens en sortie, et pas des choses qui sont très très proches et qui au final ont assez peu d'intérêt. Et de se retrouver avec des applications comme ça, où on va pouvoir un peu s'affranchir de qu'est-ce qui est les entrées et qu'est-ce qui sont les sorties, et de pouvoir aller se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si je modifie un petit peu une de mes entrées de mon modèle par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Alors ici, ce qu'on a au centre, c'est un modèle
un modèle qui a été développé par l'IGN, qui permet, en donnant des règles du PLU, du plan local d'urbanisme, de donner quelle est la forme, quelle est l'enveloppe bâtie qu'on peut se permettre de construire sur une parcelle particulière. Alors quand on a tout un quartier, comme on peut voir ici en 2 dimensions, la complexité augmente hyper vite, parce qu'il faut prendre en compte tous les paramètres de PLU, etc. Donc du coup, c'est extrêmement complexe de pouvoir prendre en compte tous ces paramètres-là. Et donc là, ce qu'on a voulu faire avec OpenMOL, du coup, c'est de se dire, bah, OK, on a les règles du PLU, mais on aimerait bien pouvoir les pousser dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire peut-être faire de l'aide à la rédaction d'un nouveau PLU, en se disant, bah, OK, si sur cette règle-là, on a plus 3 mètres de recul pour notre bâtiment, ou moins 3 mètres, qu'est-ce que ça peut nous donner ou nous apporter sur un certain nombre d'objectifs qu'on veut pour la construction de notre quartier. Alors ici, on se donne des indicateurs qui sont nos cibles en fait, pour nos algos d'optimisation. Donc là, qui sont la quantité d'ensoleillement, la surface d'espace vert, la densité de plancher, ou l'ouverture de ciel, c'est-à-dire quelque chose qui est assez corrélé avec les îlots de chaleur. Donc de se dire, bah, OK, moi dans mon quartier, j'ai envie qu'il y ait moins d'îlots de chaleur, il y ait plus d'ensoleillement, etc. Et quels sont les paramètres de mon PLU qui vont me permettre d'aller vers ces bons indicateurs, vers ces bons critères de performance que je vais avoir pour mon quartier. Donc là, c'est avec un modèle d'urbanisme. Vous changez ce modèle-là par un modèle qui fait du transport, qui fait de la distribution d'énergie dans des bâtiments. C'est exactement le même principe, en fait. Le modèle au milieu, pour nous, c'est vraiment un médium. On peut le changer vraiment, l'interchanger comme on veut. Donc tout ceci, toutes ces méthodes-là ont été développées dans un logiciel qui s'appelle OpenMOL. Donc ça, c'est le résultat de nos recherches depuis une quinzaine d'années. Et ce logiciel permet 3 choses principales. La première, c'est de pouvoir mettre dedans n'importe quel type de modèle dans n'importe quel langage. Donc c'est vraiment votre modèle que vous avez développé en Python, en R, en ce qu'on veut. Et une fois qu'il est dans OpenMOL, vous avez la possibilité d'interroger les méthodes d'exploration qui sont de haut niveau et de dire, bah, OK, moi, est-ce que je suis capable de reproduire mes données? Et en quelques lignes, vous avez décrit votre expérience d'exploration de modèles. Ça, c'est toutes les méthodes dont je vous ai parlé avant. Et le troisième aspect, c'est la possibilité de distribuer le calcul facilement. Donc une fois que vous avez fait votre description d'expérience, vous lui dites, bah, en fait, tout ce calcul-là, tu te débrouilles, je te donne 100 machines sur le cluster que j'ai à disposition, et tu te débrouilles pour orchestrer le calcul comme il faut là-dedans, et renvoie-moi les résultats. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc ça ressemble à des scripts de haut niveau, donc c'est écrit en Scala, OpenMOL c'est écrit en Scala, et vous avez un descriptif, un DSL, un Domain Specific Language, qui vous permet de décrire votre expérience. Donc ici, avec ces quelques lignes, vous décrivez quel est votre... Bon, on ne voit pas les premières lignes, mais quel est votre modèle, c'est quoi ses entrées, c'est quoi ses sorties, quels sont des paramètres par défaut, etc. Enfin, ça, c'est des choses assez standards du modèle. Ici, je décris mon algo d'optimisation. Donc ici, on essaye de faire une reproduction, de calibrer le modèle. Donc on lui dit, voilà tous les paramètres qui sont libres, sur lesquels je veux essayer de trouver une valeur. Et mes objectifs sont ceux-là. Donc j'ai 2 objectifs ici. Essaye de me trouver des valeurs de mes paramètres d'entrée qui me permettent de coller à ces objectifs-là. Ici, je lui dis, envoie-moi mes calculs sur la grille européenne de calcul. Et là, je lance mon calcul. Je lance mon calcul sur la dernière ligne. Donc, dans une syntaxe qui est assez épurée et assez courte, vous pouvez faire des descriptions d'expériences d'exploration de modèles qui sont très haut niveau. Alors maintenant, trampoline. Donc ça, c'est tout notre travail de recherche. Et on était assez souvent sollicité par les entreprises ou par des réponses de projets ANR ou de choses comme ça, sur lesquels on ne pouvait pas nous répondre en tant que chercheur, parce qu'on ne pouvait pas, en fait, tout simplement. Et donc on a voulu créer une structure privée qui nous permette de valoriser non pas le logiciel OpenMOL en tant que tel, mais notre savoir-faire. Donc on ne voulait pas changer la nature du logiciel, changer sa licence, on voulait la garder intacte, et ce qu'on voulait valoriser, c'est notre savoir-faire, auprès de structures qui sont soit publiques, soit privées, sans renoncer à notre activité de recherche publique. C'est-à-dire que c'est quand même, nous, notre cœur d'activité, donc c'est quelque chose qu'on voulait avoir à côté, qu'on voulait initier, qu'on voulait lancer, sans renoncer
ni à notre activité de recherche, ni à la licence du logiciel. Et le tout en le faisant dans une entreprise qui est tournée vers l'humain et le collectif. Ça, c'est compliqué aussi. C'est assez complexe. Donc, on a essayé de mouliner tout ça. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui, dans la recherche publique, on ne nous pousse pas forcément à faire du logiciel libre, même pas trop. Et quand on fait des entreprises, on nous pousse pas à faire des choses qui soient ouvertes. Donc on essaye souvent qu'il y ait des retours sur investissement sur des licences qui soient vendues et d'avoir des structures qui soient assez maîtrisables aussi du côté des structures publiques. Alors nous, on s'est tourné vers une structure qui est une société, donc une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Cette structure permet de ne pas avoir les effets néfastes d'une société capitalistique classique, dans lequel il peut y avoir des grosses levées de fonds et sur lequel vous n'avez pas forcément beaucoup de levier sur vous, le développement que vous allez avoir par la suite, où les personnels qui sont dans votre entreprise n'ont pas forcément leur mot à dire, etc. Et on n'avait pas envie de monter une entreprise comme ça, parce que pour nous, ça n'allait pas non plus, ça n'était pas en adéquation non plus avec le modèle de logiciel libre qu'on avait aussi au cœur. Donc les 3 préceptes, pour faire vraiment très rapide, chaque personne a une voix. Si vous achetez une part de capital, enfin une part de capital de l'entreprise, vous avez une voix. Vous en achetez une ou vous en achetez 5000, vous avez le même pouvoir de vote. Il n'y a pas de valorisation du capital. Vous achetez une part aujourd'hui à 100 €, dans 10 ans, elle vaudra toujours 100 €. Il n'y a même pas l'augmentation du coût de la vie qui est considérée là-dedans. Et chaque année, 57% des bénéfices au moins doivent être réinvestis dans l'entreprise. Donc ça veut dire que ça incite à avoir une certaine pérennité, une certaine justesse de gestion dans l'entreprise et de ne pas dilapider tout l'argent dans les dividendes. L'effet collatéral, c'est que les gens qui vont investir de l'argent là-dedans, c'est des gens qui ne vont pas vouloir faire une culbute financière, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est participer à un effort collectif pour pouvoir... Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir développer cet outil d'aide à la décision pour les modèles de simulation. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Railcoop, qui est une société coopérative aussi. Ils veulent remettre des trains, des lignes qui sont inusitées jusqu'à présent. Donc l'an prochain, ils vont rouvrir Bordeaux-Lyon. Les gens qui prennent des voies là-dedans sont des particuliers, mais aussi la région centre, la ville de Vichy, la ville de machin. Donc c'est tout un tas d'acteurs, publics ou privés, qui ont un intérêt à ce que cette ligne réexiste et qu'elle passe. Donc c'est une réalité, ces trains vont à nouveau rouler dès l'année prochaine. Alors comment ça se passe? Donc là, on se retrouve avec une articulation à trois acteurs. Le CNRS et les laboratoires dans lesquels on est affilié, donc moi-même et Romain Reuillon qui est dans le fond de la salle, la société Trampoline et aussi la communauté de logiciels libres OpenMOL. Ces 3 différents acteurs qu'on devait ménager pendant la construction de Trampoline. Il n'était pas question qu'il y ait tout d'un coup on perde notre statut de chercheur ou que la communauté de logiciels libres soit lésée ou perde son influence dans le développement. Donc, on a mis en place en fait tout ça. Là, nous, on est en concours scientifique, c'est-à-dire qu'on peut garder notre statut de chercheur et d'ingénieur et d'avoir du temps à disposition pour Trampoline. Le retour est un retour financier auprès du CNRS, mais aussi en nature. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle un laboratoire commun qui nous permet de faire les ingénieurs de Trampoline font du développement logiciel pour OpenMOL, qui est un logiciel dont la propriété intellectuelle est CNRS. Et donc, ils vont faire de la contribution sous forme, en nature, sous forme de commit. De même, la communauté OpenMOL, il y a un collège particulier, donc il y a une entité dans la structure de Trampoline, qui est une voix pour les gens de la communauté logiciel libre d'OpenMOL. Donc, ils peuvent venir aux assemblées générales, ils votent, etc., etc. Donc, on voulait garantir qu'à aucun moment la communauté logiciel libre soit lésée dans le développement de cette structure-là. Parce que ce n'est pas du tout l'objectif. On ne veut pas monter ça pour que ça puisse faire s'écrouler cette communauté. Voilà. Et donc, du coup, là, ce qu'on a à la fin, c'est une articulation comme ça qui, a priori, est plutôt stable et permet à ce que chacune des entités ne se retrouve pas lésée dans la construction de cette entreprise.
Voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai été vite sur plein de choses, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci. Oui. Niveau de complexité, en fait, de problématiques de décision qu'on peut adresser, en fait. Alors, qu'est-ce que tu... Enfin, est-ce qu'on peut modéliser, par exemple, une entreprise, Ouais. une grosse entreprise Bah là, ou est-ce que, enfin, voilà, ou est-ce que c'est plus adapté pour des décisions plus simples? Il n'y a pas de... On peut monter en complexité de manière assez forte. Nous, ce qui va importer, c'est la façon dont va être créé le modèle au milieu. Nous, on ne fait pas de la modélisation. Alors, on en fait dans nos activités de recherche, mais là, dans OpenMol, l'objectif, c'est pas de faire de la modélisation, c'est de prendre un modèle qui existe et de pouvoir vraiment en tirer le maximum de son information. Donc, quels sont les paramètres qui ont du sens, ceux qui n'en ont pas, jusqu'où on peut le pousser pour voir quelles sont les différentes dynamiques qu'il peut avoir et comment on peut l'utiliser pour prendre de la décision. Mais ça peut aller à des niveaux de complexité qui sont importants, oui, en effet. Et les technologies, en fait, derrière de langage ou sur les méthodes sur quoi? Oui, parce qu'il y a divers outils là, qui ont été présentés au début. Par exemple, Les méthodes. Des paramètres clés, par exemple. Ouais, bah là il y a un mélange à la fois de l'état de l'art, donc il y a des méthodes de l'état de l'art qui ont été implémentées. Donc par exemple il y a des choses d'analyse de sensibilité type Saltelli, Maurice, qui sont de l'état de l'art, qui sont assez connus, qui sont implémentées directement dans OpenMol. Mais il y a aussi des méthodes qui sont vraiment créées clé en main pour pouvoir répondre à des questions beaucoup plus spécifiques, qui sont des mélanges, par exemple, de calibrage et d'analyse de sensibilité, ou des choses comme ça. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a des papiers qui sont publiés là-dessus, voilà, et qui permettent, tout en essayant de reproduire un jeu de données, par exemple, de regarder dans ce contexte-là quels sont les paramètres qui sont prépondérants pour les reproduire. En général, les analyses de sensibilité sont assez globales et donnent une information, peu importe l'objectif qu'on se fixe pour la reproduction des données. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui permettrait de réduire les jeux de données finalement? Enfin, ça, là, il y a un peu de réduction de jeux de données, mais est-ce que dans les technologies utilisées, il y a des raisons de penser qu'on peut fonctionner grâce à ça avec des réductions de paramètres? Avec moins de données, en fait. D'accord. En fait, il y a la reproduction de données, mais là, j'en parle pas, mais on peut aussi reproduire autre chose que des données, parce que souvent, des données, on peut éventuellement pouvoir les reproduire. Ce qu'on veut aussi pouvoir reproduire, c'est les comportements. Donc, de se dire, en fait, qu'est-ce que va regarder le modélisateur en sortie? Donc, est-ce que c'est une courbe qui change 2 fois de signe de dérivée? Est-ce que c'est une croissance d'une certaine quantité? Est-ce que c'est, etc., etc. Ouais, tu veux compléter? Cette connaissance, par contre, du coup, elle risque d'être spécifique. Ah bah c'est un modèle, ouais. Donc, dans le cas d'entreprise, par exemple, une modélisation d'entreprise. Après, il y a des modèles d'entreprise un peu standards, mais qui doivent être spécifiés. Il y a des gens dont c'est le métier justement d'essayer de reproduire les structures d'entreprise et de regarder qu'est-ce qui se passe si on modifie quelque chose, si on fait des changements dans la structure de l'entreprise, de regarder comment ça l'impacte. En fait, il n'y a pas de bibliothèque métier. C'est-à-dire que toutes les méthodes qu'on met dans OpenMol sont génériques. Donc en fait, ce que nous, dès qu'on a un modèle avec une façon de le paramétrer, donc des entrées, et qui génère une certaine dynamique, en fait, peu importe de quoi on est en train de parler. Si on est en train de parler d'interaction sociale de poissons ou de changement dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Oui, mais comme on disait, il y a des fois il y a un certain savoir qui peut être incorporé. Oui, mais ça c'est le travail du modélisateur pour le coup. Du coup, nous on est vraiment en dehors de ça. Et par contre, on amène tous les outils et ça se retrouve tout le temps en fait. Tous les modélisateurs ont besoin de calibrer leur modèle et ils se retrouvent toujours confrontés au même problème de se dire ok, j'ai 10 paramètres, je vais me prendre 5-6 valeurs pour chaque paramètre.
Ah, ma combinatoire, c'est déjà très grand. Bon, ben, ok, je vais essayer de le lancer et je vais voir ce que ça donne. Et ce découpage un peu systématique sur les entrées n'a pas forcément de sens, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces pour pouvoir justement aller chercher des bonnes valeurs de paramètres qui vont nous permettre de reproduire les algos génétiques. Il y a d'autres approches, hein, mais les algos génétiques, en l'occurrence, font bien ça. Oui. Oui, si tu peux revenir un peu en arrière, voilà. Je me demande les relations entre trampoline et OpenMOL. Est-ce que le fait d'avoir créé le trampoline a donné plus d'assurance à OpenMOL, c'est-à-dire que la communauté aurait continué à exister sans l'existence de trampoline, ou c'est le fait d'avoir créé trampoline qui a assuré la continuité d'OpenMOL? Alors pour l'instant, Trampoline, on a 1 an tout pile, donc c'est trop jeune encore pour pouvoir le dire, et on n'a pas encore créé, il n'y a pas encore vraiment de dépendance ni dans un sens, ni dans, enfin si, Trampoline est très dépendant d'OpenMOL en fait, mais dans l'autre sens, c'est pas encore le cas. On aimerait bien que Trampoline puisse financer des coding camps, on organise une école thématique chaque année qui s'appelle Ex-Modelo, donc qui s'adresse aux chercheurs ou aux entreprises, peu importe, sur l'exploration des modèles. Et donc ça peut être aussi une aide à l'organisation de ces événements-là. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de... Le lien est trop récent pour qu'il y ait vraiment de dépendance qui soit... Et donc, quelle a été vraiment la motivation? La motivation, pouvoir travailler dans un environnement moins académique ou... les motivations il y en a plusieurs. Il y a à la fois parce qu'on ne pouvait pas répondre à tout du côté public. La deuxième aussi, pour ne pas parler de manière très franche, et donc tous les gens qui travaillent dans le secteur public vont tout à fait comprendre de quoi je parle, la lourdeur des réponses à appel à projet est quelque chose qui nous sortait vraiment par les yeux. Et du coup, on espère par ce biais-là de pouvoir récupérer de l'argent pour finalement embaucher des gens qui vont faire du développement sur OpenMOL et qui, par le biais du laboratoire commun, vont travailler avec des chercheurs du CNRS. Donc c'est ça qu'on espère là-dedans. Et aussi, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir pérenniser des postes. C'est-à-dire que là, les ANR et tous ces appels à projets nous permettent d'embaucher des gens 12 mois, 18 mois. Donc on les forme, on capitalise là-dessus, puis après, bye bye. Et donc du coup, on perd complètement les... nous, pour la communauté, c'est néfaste. Mais même pour eux aussi, parce que du coup, ils ne peuvent pas s'exprimer plus longtemps que ça. Donc, en fait, c'est malheureux, mais nous, l'alternative qu'on a... Alors, c'est pas du tout prouvé, on en reparle dans 5 ans ou dans 10 ans, mais qu'on essaye de mettre en œuvre pour pouvoir pallier au manque et aux défaillances du système de financement public. Quoi. Si vous savez trouver une bonne solution... Alors, on est toute la première entreprise qui valorise du logiciel libre et qui est une société coopérative. Ça n'était jamais arrivé. Et voilà. Ça nous a demandé 6 ans de bataille. Voilà. Mais bon, maintenant, je pense que le CNRS et l'INSHS en particulier sont contents et fiers de ça. C'est une démarche qui se généralise là, ou il y a d'autres structures, ouais, qui aimeraient pouvoir se monter en société coopérative. Donc on n'a pas vent de tout, mais en tout cas, nous, on nous avait dit que si on arrivait, nous, à le faire, enfin nous, ce qu'on espère, c'est que ça fasse jurisprudence en quelque sorte, et qu'on dise, bah si, regardez, c'est possible, on l'a déjà fait, et que, en fait, ce qui se passait aussi au niveau du CNRS, c'est qu'il y avait les juristes n'étaient pas hyper chauds de valider ce mode-là, parce que ça n'avait jamais été fait. Donc, il ne voulait pas être celui qui a validé un truc qui était la boulette. Parce que là, le retour financier, en fait, nous, on a une cotisation financière forfaitaire annuelle. Donc, c'est ça qu'on a mis dans le contrat. Parce que nous, en fait, on est mis à disposition. Donc, il doit y avoir un retour au niveau du CNRS. Donc, il y a une cotisation financière forfaitaire, mais qui est assez restreinte au final. Et nous, on met beaucoup l'accent sur le fait qu'on va faire des contributions sous forme en nature, en fait. Donc, sous forme de commit logiciel, donc, qui seront issus de contrats qu'on aura passés avec des entreprises. Voilà. Donc c'est le pari qu'on fait. Voilà, ça commence doucement. Alors, là, l'intérêt aussi, c'est comme on ne fait pas de levée de fonds, donc on a peu de personnel aussi, mais en même temps, on a peu de risques. On a assez peu de risques financiers, quoi. Donc on peut se permettre de se développer.
En fait, on ne peut pas. La société coopérative ne permet pas de le faire. Enfin, si, elle permet de le faire. C'est-à-dire que quelqu'un peut tout à fait nous donner 5 millions, mais il ne récupérera jamais plus que 5 millions. Voilà. Pas de valorisation du capital. Pas de risque financier, mais ça vous a coûté 6 ans. 6 ans? 6 ans Ouais. pour monter la structure. Ouais. Ouais, bah après, ça, c'est plus que ça nous a un peu usé moralement, mais bon, là maintenant, on est content d'avoir pu développer ça. Si vous êtes content, bravo. Mm. Et vous continuez comme ça. Ouais, merci.